Bonjour. Les 28 et 29 novembre 2013 se tenait à Vilnius, en Lituanie, le sommet qui réunissait les 28 membres de l'Union européenne et leurs partenaires en Europe orientale, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Depuis lors, à Kiev, capitale de l'Ukraine, des manifestations opposent les Ukrainiens favorables au rapprochement de leur pays avec l'Union européenne au parti du président Viktor Yanukovych, pro-russe, plutôt circonspect vis-à-vis de l'Europe et tenté par une association plus traditionnelle avec le voisin et ancien grand frère russe. La crise politique est ouverte. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, un pas en arrière semble nécessaire. Changeons donc de focale et replaçons l'Ukraine dans son espace géopolitique naturel, à la fois aux confins de l'Europe orientale et de l'espace steppique russe. Ce détour par l'espace steppique des origines s'impose. Contournons la mer Caspienne toute proche jusqu'au Turkménistan, car ce pays est devenu d'une manière très discrète le second producteur de gaz au monde. Ce gaz dont l'Europe a besoin et qui transite par le territoire ukrainien. La production turkmène suscite donc naturellement beaucoup d'intérêt chez les Ukrainiens, mais aussi chez les Russes. Ces derniers ont vu sans enthousiasme l'Ukraine se positionner comme partenaire du Turkménistan. Les Russes refusèrent alors, pour d'obscures raisons techniques, les licences de transport au gaz turkmène à destination de l'Ukraine. Et, dans le même temps, ils doublèrent leur approvisionnement en gaz turkmène pour bien marquer leur prééminence. Gazprom, le transporteur de gaz russe, devait rester incontournable. Remontons le temps avant le problématique sommet de Vilnius. La reprise en main des exportations de gaz turkmène par les Russes date des années 2006-2007 environ. Cette imprécision tient au très grand secret qui entoure l'exploitation gazière turkmène. Pour la petite histoire, c'est le président du Turkménistan en personne, Gurbanguly Bermuhamedov, qui reste la seule personne à connaître l'état de la production de son pays, aussi incroyable que cela soit. Le 6 janvier 2010, Mohamed Ahmadinejad inaugurait un gazoduc entre l'Iran et le Turkménistan, d'une capacité de 3 milliards de mètres cubes. Ce gazoduc, d'une longueur de 30 km, relie le gisement de Dovle-Tabat, dans le sud-est du Turkménistan, à la raffinerie de Khanjiran, dans le nord-est de l'Iran. Ce deuxième gazoduc turkméno-iranien vient renforcer le réseau reliant l'Iran à l'Asie centrale. L'ouvrage constitue un atout pour Téhéran dans la perspective de son éventuelle participation au fameux projet Nabucco, qui reste le seul moyen de contourner l'offre hégémonique russe de distribution du gaz. Gazprom enrageait en silence. Le 7 février 2010, Viktor Yanukovych est propulsé avec l'aide des mêmes Russes à la tête de l'Ukraine en qualité de président élu, avec des pics de popularité de plus de 90% dans la région de Donetsk, très dépendante au gaz russe. Et cela, évidemment, aux grandes dames de sa concurrente Yulia Tymoshenko, qui cria au trucage. En 2011, la candidate malheureuse sera éliminée sur fond de reprise en main des infrastructures gazières. C'est précisément ce autour de quoi tourne l'accusation dont elle est l'objet, malversation sur les contrats énergétiques lorsqu'elle était Premier ministre, voire meurtre d'un élu concurrent dans le très disputé secteur gazier. Le lundi 5 septembre 2013, en marge du G20 de Saint-Pétersbourg, le géant russe du gaz, toujours Gazprom, a signé un contrat de fourniture avec China National Petroleum Corporation, CNPC, qui est en fait le principal fournisseur de pétrole et de gaz en Chine. Le 14 octobre 2013, la dite CNPC, mère du conglomérat PetroChina, annonçait que son approvisionnement en gaz augmenterait de 13% durant les prochaines saisons d'hiver et de printemps. Au lieu de laisser l'Ukraine s'intégrer à l'Europe, par l'association d'abord suivie d'une intégration éventuelle, Moscou souhaite que l'Ukraine rejoigne l'union douanière que la Russie a mise sur pied avec le Kazakhstan et la Biélorussie et qui n'attend plus
que l'adhésion de l'Ukraine est celle du Turkménistan, au hasard, pour reconstituer un empire bien connu. La Russie projette de créer une Union eurasienne aux ambitions plus larges. Moscou affiche en outre son mépris pour le mouvement pro-occidental ukrainien, dit Euromaïdan, quand Poutine déclare à l'occasion d'une visite en Arménie « Les événements en Ukraine ressemblent plus à un pogrom qu'à une révolution » et qu'il ajoute que ces actions ont été préparées de l'extérieur et qu'il voit bien comment des groupes bien organisés y sont impliqués. Ce n'est pas évidemment la présence de John Kerry le 15 décembre à Kiev qui démentira son analyse. Cependant, le patron du Parti des régions, le président ukrainien Viktor Yanukovych, assure que l'Ukraine n'a pas vocation à rejoindre cette union douanière à la russe. Il s'est pourtant proposé le lundi 2 décembre de se rendre à Moscou pour discuter de coopération économique. Ces hésitations tiennent pour beaucoup à ce qu'est l'Ukraine historiquement et géographiquement. L'Ukraine est un pays tampon entre l'Asie steppique et l'Europe centrale transdanubienne. Les tensions que suscite le face-à-face entre Orient et Occident sont sensibles dans sa géographie physique et humaine, façonnée par de longs affrontements. Ainsi, la Galice à l'ouest, liée à l'ère litmano-polonaise, se distingue de la plaine steppique centrale, au cœur de laquelle le Dniepr trace un sillon à la fois majestueux et majeur, à partir duquel le voyageur regarde selon son désir d'Orient ou d'Occident vers l'une ou l'autre rive. Dans la vidéo suivante, nous examinerons quelques spécificités de l'histoire et de la topographie de l'Ukraine dans Histoire et topographie. Ми, браття,